Chers amis, soyez bienvenus à cette série de la nature de l'homme. Le sujet d'aujourd'hui, la sexualité et la psychologie humaine. En réalité, nous allons continuer le sujet que nous avons entamé la semaine dernière, que nous avons appelé « Je me garderai pour toi, la chasteté n'aurait jamais dû passer des modes, ou se démoder ». Et puis aujourd'hui, donc, la sexualité et la psychologie humaine. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons parlé de plusieurs choses et nous avons parlé de ce sujet des Lolita. Oui, avec l'hypersexualisation des enfants. Mm-hmm. Et nous avons aussi parlé du développement de la sexualité et de l'empathie. Exactement. Nous avons vu comment un enfant qui est hypersexualisé va avoir une perturbation dans le développement de sa capacité d'empathie. Et donc, à la fin, ça va donner un adulte très limité en empathie. Très déséquilibré. Très déséquilibré, et puis malheureux, et qui va rendre les autres aussi malheureux. Oui. Donc, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et puis, si vous avez des doutes par rapport à ça, ou si vous voulez approfondir, je vous invite à regarder à nouveau la vidéo de la semaine dernière. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, quand on parle de la sexualité et la psychologie humaine, on parle beaucoup d'instinct. D'instinct animal. Instinct animal. Il y a même des programmes à la télé qui s'appellent l'instinct primaire, retour à l'instinct primaire. Oui. Donc, est-ce que l'homme doit agir par instinct? Est-ce que l'homme, il a de l'instinct? Et sur ce sujet, il y a plusieurs psychologues très connus qui ont fait des travaux remarquables. Il y a différentes théories, ça part un peu dans tous les sens, je ne vous cache pas. Alors, nous sommes plus penchés école psychanalyse et j'ai voulu prendre un article qui a été écrit par un professeur de l'université Pontificia Javeriana. Je sais pas comment Pontifique Javeriana. Voilà, merci, parce que je n'aurais pas su le dire en français. En tout cas, cet auteur, il écrit à propos de l'œuvre d'un psychologue qui s'appelle Scheller. Et Scheller, il a écrit un livre qui s'appelle L'homme, la place de l'homme dans le cosmos. Donc, il parle beaucoup de l'instinct. Donc, grosso modo, Scheller, il explique que l'homme est un animal et en tant qu'animal est régi par instinct. Bien évidemment, il a une capacité de raisonnement supérieure, mais il est quand même animal et instinctif. Donc, c'est toute la question autour de cet article et j'ai voulu le présenter dans ce sujet parce que je considère que c'est assez intéressant comme réflexion. Itamar, je t'invite à le lire. Dans la place de l'homme dans le cosmos, Scheller présente l'instinct comme un comportement prédominant dans les actions des animaux et de même observe que l'homme, en tant qu'être psychophysique, le possède également et effectue des actions instinctives. La différence entre l'homme et l'animal est l'esprit, absent dans le second et présent dans le premier, de sorte qu'il peut agir rationnellement. Dans l'homme se trouvent tous les degrés de l'être psychophysique, y compris l'instinct, mais contrairement aux animaux qui agissent instinctivement et pour la satisfaction de leurs impulsions, l'homme agit rationnellement et intelligemment, en plus d'avoir une primauté sur ses impulsions. Alors que l'action animale se caractérise par l'instinct, celle de l'homme est spirituelle. De ce point de vue, l'être humain pourrait exprimer un trait d'instinct, ou plutôt, il pourrait agir instinctivement compte tenu des circonstances qui correspondent à la manifestation de son instinct. Mais d'un autre côté, il n'est pas approprié pour l'homme d'agir instinctivement, mais rationnellement. Ainsi, nous trouvons un problème dans la pensée de Scheller. L'instinct est-il présent dans le comportement rationnel humain? Ça, c'est assez intéressant parce que la dernière question, elle ouvre la voie à un champ de réflexion assez vaste. Et nous sommes placés dedans. Autour de ça, je voudrais prendre le modèle que nous avons présenté depuis le début concernant la nature de l'homme. Et donc, pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise, qui nous rejoignent au cours des routes et qui voient pour la première fois ces termes, faculté morale, faculté intellectuelle et faculté physique ou intérieure, il y a toutes les explications dans les sujets précédents. Donc, je vous invite à les revoir. Mais je vais quand même expliquer rapidement pour que nous puissions enchaîner dans le sujet. Donc, il y a les facultés morales, c'est tout ce qui est nos principes éthiques, notre éducation. La loi de Dieu, par exemple, ça fait partie de nos principes moraux. Donc, les principes religieux, ça fait partie des principes moraux. Et les facultés intellectuelles, c'est tout ce qui est raisonnement, la pensée, les structures des pensées, nos connaissances d'ordre général, nos connaissances spécifiques à un métier, à un savoir-faire,
que ce soit manuel ou intellectuel, ça fait partie des facultés intellectuelles. Et puis les facultés physiques ou inférieures, ils sont en relation avec tout ce qui est émotionnel, affectif, des préférences et autres. Mais aussi tout ce qui est instinctif, donc la colère, la jalousie et d'autres sentiments qui sont purement émotionnels. Donc, si nous prenons ce modèle, alors, On va Itamar, je sais prendre que tu connais le pas mal. modèle animal. Voilà, Bah, on on voit va. qu'il y a les facultés physiques qui dominent les facultés supérieures, donc les facultés morales et intellectuelles. Mhm. Donc, l'animal, Il agit par instinct. il agit basiquement par instinct. Donc là, on a mis un cheval, mais on aurait pu mettre n'importe quel autre animal. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de l'éléphant? Bah, il a ses facultés morales et intellectuelles un peu plus développées, Oui. Mais ça reste toujours mais ça reste instinctif. toujours instinctif. Ouais. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'une personne déséquilibrée d'un point de vue de ses facultés? Bah, elle a ses facultés supérieures qui normalement devraient dominer ses facultés inférieures, qui Mhm. sont dominées par les facultés inférieures, Donc, par instinct il aussi, agit par instinct. comme un animal. Donc c'est un comportement animal, D'ailleurs, ce patron, bah, un éléphant pourrait avoir un patron similaire à similaire. celui. Tout à fait. Et donc, par exemple, un être humain qui va se mettre en colère, il va commencer à agresser les autres. Il se comporte comme un animal. Il se comporte comme un animal. Peut-être parce qu'il a eu peur, peut-être parce qu'il est contrarié, peut-être pour une question de territoire, Aussi. pour une question de, je ne sais pas. Il y a tellement de choses et ça ressemble vraiment à un comportement animal. Et ce n'est pas une critique, hein, c'est un constat. Euh, Malheureusement, la société d'aujourd'hui fonctionne majoritairement dans ce modèle. Patron. Oui, dans ce patron. Je pense que ce patron correspond tout à fait aux études de Scheller. Ah oui, quand il parle de que l'homme est. Oui. Qu'il y Que a l'homme qu'il y a un petit détail qui fait la différence entre l'animal et l'homme. Oui, mais que finalement, il a instinctif. Il est instinctif. Ouais. Donc, même le comportement rationnel de l'homme serait instinctif. Ça ne peut pas être. Ben, ça peut être le cas, mais en fait, ce n'est pas le modèle initial. Quelle est la condition d'un. Là, cette personne-là est très déséquilibrée. Hein. Ben, exactement. Donc, c'est une personne déséquilibrée. Mais une personne équilibrée fonctionnerait comment? Bah, elle aurait les facultés supérieures qui dominent les facultés inférieures, sans pour autant que les facultés inférieures soient restreintes. Enfin, Voilà. soient Qu'est-ce qui peut donner comme résultat l'inhibition intimidées. des facultés Bah, inférieures? une personne qui est sèche, qui est dure, qui est froide, Apathique. apathique. Oui. Dr House. Plus ou moins, hein? Oui, C'est moi, ça, c'est carrément ça. Et en fait, c'est l'apathie. Donc, pourquoi est-il important de développer les facultés inférieures aussi? parce que ça garde un équilibre. On n'est pas censé. En fait, les facultés inférieures sont là pour quelque chose, elles ont un rôle. Et en fait, là, comme on peut voir sur le schéma, les proportions sont correctes. En fait, les facultés inférieures ont leur fonction. Exact. Donc, c'est le contrôle, ils sont en contrôle. Et les facultés inférieures, ils sont un rôle important. Et c'est notamment lors de la communication. C'est intéressant. Nos muscles faciaux, ce que tu disais tout à l'heure dans le sujet, les muscles faciaux, ils sont reliés directement à quoi? Crâniens, Les nerfs. ils sont reliés directement à quoi? Au cerveau, en fait, les nerfs crâniens ont leurs racines dans le bulbe rachidien, en fait, dans le cerveau, on va dire. Oui. Et très important, quand nous communiquons, nous avons des expressions, de la joie, la colère, du doute. Ce sont des expressions émotionnelles, mais ils sont liés à notre environnement, à notre fonctionnement physique. Donc une personne équilibrée est une personne dont ses facultés supérieures Domine les dominent, facultés inférieures. sans que pour autant Elles soient inhibées. les facultés inférieures soient inhibées. On peut toujours aimer les gâteaux aux amandes, ça ne détruit pas ce que nous sommes en tant qu'être intellectuel et moral. Exactement. On peut avoir toujours des préférences, on peut préférer plutôt faire du vélo que de faire des patins roller, ou plutôt aimer la natation que la course à pied. Je ne sais pas. Avoir certaines préférences, préférer le rouge que le vert, sans qu'il y ait pourtant une raison, et avoir du sens de l'humour. Le sens de l'humour, c'est important.
ça fait partie de la communication, l'humour. Donc, c'est important, mais il faut que ça reste à sa place. Donc, ça doit être développé d'une manière saine, équilibrée. Dans les proportions. Dans les proportions, mais aussi d'une manière saine. Parce qu'il y a des choses qui vont développer les facultés inférieures, mais d'une manière Malsaine. malsaine, qui vont créer de dépendance. Donc, j'aimerais qu'on lise ce texte. On trouve dans Feuillet du témoignage, tome 1, page 255. Ouais, mais il n'y a pas de traduction officielle. Hein, donc, Non. je précise, c'est une traduction que j'ai faite moi-même. Donc, sauf erreur, si vous regardez cette vidéo et que vous connaissez ce texte et que vous le trouvez dans l'original, si vous pouvez m'envoyer la référence, je vous en remercie. Certains reconnaîtront le mal des pratiques pécheresses et pourtant ils s'excuseront en disant qu'ils ne peuvent pas surmonter leur passion. C'est un aveu terrible de la part d'une personne qui porte le nom du Christ. Que tous ceux qui invoquent le nom du Christ s'éloignent de l'iniquité. 2 Timothée 2, verset 19. Pourquoi cette faiblesse existe-t-elle? C'est parce que les proportions animales ont été renforcées par l'exercice jusqu'à ce qu'elles aient prévalu sur les facultés supérieures. Les hommes et les femmes manquent de principes. Ils meurent spirituellement parce qu'ils ont condescendu pendant si longtemps à leurs appétits naturels que leur maîtrise de soi semble avoir disparu. Les passions inférieures de leur nature ont pris les rênes et ce qui devrait être la faculté dominante est devenu la servante de la passion corrompue. L'âme est maintenue dans la servitude la plus abjecte. La sensualité a émoussé le désir de la sainteté et épuisé la prospérité spirituelle. Donc, nous voyons ici que les facultés inférieures ils se développent par l'exercice. Il y a certaines activités. Je me rappelle, il y a quelques jours déjà, j'étais à un événement, ils nous ont invités à un événement au travail et ils nous ont donné en cadeau un pull et assez sympa. Tout ça, ils m'ont demandé, vous faites quelle taille? J'ai dit, peut-être du L, hein, je pense. Donc j'ai essayé le L, ça m'allait très bien. Il y avait d'autres personnes qui étaient avec nous. Il y avait un monsieur, je connais. Il essayait de mettre le L parce qu'il n'y avait pas plus. L, c'était le plus grand. Donc, ceux qui étaient plus que L, bah, il fallait juste laisser la taille et ils allaient commander et le renvoyer à part. Donc, lui, il a essayé le L, il ne rentrait pas les bras, il ne rentrait pas le bras. Je dis pour le taquiner, je dis, ah bah, c'est trop d'exercice là, ça ne rentre pas. Oui, en effet. Là. Je dis, par contre, regarde, là, il reste encore de la place, donc il me manque encore de l'exercice à faire. Donc, ça, c'est pour illustrer qu'effectivement, tout comme les muscles se développent avec l'exercice physique, bah, les facultés, que ce soit morale, intellectuelle ou physique, ils peuvent se développer par l'exercice. Donc, toute une question d'équilibre. Si, par exemple, nous passons du temps à lire, si nous passons du temps à étudier, si nous passons du temps à nous attarder sur des sujets intellectuels, qu'est-ce qui va se passer avec nos facultés intellectuelles? Ah bah, elles vont se développer. Ils vont se développer, naturellement. Si nous passons du temps à étudier les principes moraux, si nous passons du temps à transmettre nos principes familiaux, spirituels, si nous réfléchissons là-dessus, si nous lisons la Bible, si nous étudions, si nous prions, qu'est-ce qui va se passer avec nos facultés morales? Elles vont se développer aussi. Ils vont se développer aussi. Donc, tout se développe par l'exercice, mais là, ce que dit ce texte, c'est les facultés inférieures, ils sont surdéveloppées. Et quand il y a un surdéveloppement, ça crée un déséquilibre. Donc ça, c'est... Il faut savoir compenser, en fait. Il faut savoir équilibrer. Oui. Et là, il y a des activités qui vont faire développer d'une manière fulgurante les facultés inférieures. Par exemple, la pornographie. La pornographie va créer une dépendance. Par exemple, certaines musiques, ils vont aussi contribuer à ça. Les jeux vidéo, les lectures, parce qu'on peut lire. Lire, ce n'est pas toujours intellectuel. Et si c'est des romans, des choses qui sont plutôt penchées vers les facultés inférieures, donc les désirs, etc., bah, ça peut développer des facultés inférieures. Donc, cet état de déséquilibre fait que les gens ils perdent quelque chose. Qu'est-ce qui dit le texte? Ils perdent quoi? Ils perdent le contrôle de soi. Ils perdent le contrôle de soi. Donc, ça, c'est la maîtrise de soi est liée à notre équilibre de l'être intérieur. Donc, là, nous avons un autre texte. Là, pareil, j'ai fait une traduction. Je me suis permis de faire une traduction. Je vous prie de m'excuser s'il y a des petites erreurs.
Mais bon, j'ai fait au mieux. Mais si, une fois de plus, si quelqu'un il trouve, ceux qui nous regardent cette vidéo, s'ils trouvent le texte, n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires. Et ça peut toujours aider, effectivement, si vous le trouvez en français directement. Enfin, je connais le texte en anglais et en espagnol. En français, je n'ai pas trouvé. Peut-être que je n'ai pas assez bien cherché, mais en tout cas, je me suis permis de faire une traduction pour que vous puissiez aussi avoir accès à cette information. D'accord. Ça va? Les messages solennels du ciel ne peuvent pas impressionner avec force le cœur qui n'est pas fortifié contre la pratique de ce vice dégradant. Les nerfs sensibles du cerveau ont perdu leur tonicité par une excitation morbide destinée à satisfaire un désir non naturel de gratification sensuelle. Les nerfs du cerveau qui relient tout l'organisme les uns aux autres sont les seuls moyens par lesquels le ciel peut communiquer avec l'homme et affecter sa vie la plus intime. Tout ce qui perturbe la circulation des courants électriques du système nerveux diminue la force des pouvoirs vitaux et par conséquent, la sensibilité de l'esprit est atténuée. Compte tenu de ces faits, combien il est important que les ministres et les gens qui professent la piété soient préservés de ce vice dégradant. Ellen White, dans ce texte, elle Allez, parle de la masturbation. Donc ça, c'est vraiment un problème et qui attaque directement l'équilibre du système nerveux. Ce qui va gêner notre capacité, va empêcher le développement de notre capacité à communiquer ou à nous intéresser à des choses spirituelles. On voit des gens on commence à parler de sujets spirituels, ils commencent à s'endormir. Ça me rappelle, il y avait une image de Mr. Bean. Il était très, très fatigué, il était en train de s'endormir à l'église. Ah oui. Oui. Et donc, il était en train de... Et dès que ça se terminait, il avait plus sommeil. Donc ça c'est caractéristique. Il y a cette capacité qui est réduite par ce sous-développement des facultés inférieures suite à certaines activités, comme la masturbation en fait partie, la pornographie, le visionnage de pornographie, les jeux vidéo et d'autres font partie. Nous avons ce 12e texte, pareil, ça a été traduit par traduction fait maison. Ok. Le texte dit: l'effet de telles habitudes dégradantes n'est pas le même dans tous les esprits. Il y a des enfants qui ont développé beaucoup de facultés morales et qui, lorsqu'ils interagissent avec des enfants qui pratiquent la masturbation, sont initiés à ce vice. Le fait sur ceux-ci est trop souvent de les rendre mélancoliques, irritables et jaloux. Cependant, ceux-ci ne peuvent pas perdre leur respect pour le culte religieux et ne peuvent pas montrer une incrédulité particulière dans les choses spirituelles. Parfois, ils souffrent gravement de remords et se sentent dégradés à leurs propres yeux et perdent le respect d'eux-mêmes. Donc, ils sont irritables, ils sont mélancoliques, ils sont jaloux. Tout ça, ce sont des manifestations de quoi? Manque de confiance en soi. Oui, manque de confiance en soi. Une estime de soi. Estime de soi dégradée. Une fois de plus, là, le développement de l'empathie fait que l'enfant, il va apprendre à créer des liens solides. Mais en fait, tout ça, ça va entraver parce que c'est lié à l'hypersexualisation. La pratique de la masturbation, c'est l'hypersexualisation des enfants. C'est un individu qui n'est pas encore mûr pour vivre une vie sexuelle et qui va commencer à faire ces pratiques-là. Ça va l'empêcher de développer ses capacités d'empathie. Et ces capacités d'empathie, c'est le lien qu'il va créer avec les autres. Donc, quelqu'un de mélancolique, c'est quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui se sent abandonné, qui se sent isolé. Parce que bien même une personne qui est dans cette situation, elle peut même arriver à avoir des relations sexuelles avec un autre individu, et il se sentira toujours seul, puisqu'il est dans la recherche du plaisir personnel sans tisser des liens, sans créer des liens profonds, empathiques avec l'autre. Mais il y a aussi l'irritabilité, nous l'avons vu dans le texte précédent, c'est un état d'irritabilité du système nerveux. Et ça, c'est d'un point de vue neurologique. Donc ça aussi ses caractéristiques. Et la jalousie, c'est motivé par le sentiment d'abandon. Donc, il ne veut pas être abandonné, parce qu'il se sent qu'il doit plaire à tout prix, puisqu'il est rentré dans une spirale sympathique, car il est incapable de développer l'empathie dans ce contexte. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent nuire gravement au développement de l'enfant. Souvent, les adolescents, ils ont des grosses crises d'adolescents. Ils sont souvent liés à ces problématiques.
Et donc, on va parler d'un sujet qui est relativement polémique. Alors, il y a plusieurs écoles en psychologie. Nous sommes plutôt alignés avec la psychanalyse, hein, l'école de la psychanalyse, et notre raisonnement est plutôt un raisonnement logique fonctionnel. Nous allons vous présenter le processus de la typification sexuelle. C'est quoi cette histoire de typification sexuelle? Ah, Itamar, qu'est-ce que tu en... Bah, c'est quand un enfant voit qu'il se ressemble à son aux parents qui physiquement le ressemblent le plus et il va le prendre pour modèle. Non, là, tu parles de parents du même sexe. Oui, C'est ça. Ok. parents du même sexe. Donc, il lui ressemble, c'est qu'il a les mêmes caractéristiques physiques. Physique. Et donc, il va le prendre Modèle. pour modèle. Et en fait, derrière tout ça, il y a tout un mécanisme. Hein. Donc, Itamar, je t'invite à nous commenter ces schémas. Donc, on va commencer par quoi? Par l'amour agapé et Eros, Donc, on va commencer par quoi, Itamar? par les symboles. On va penser les symboles. Donc, on a un petit tableau au milieu. Les symboles, le premier symbole, c'est C'est amour, Eros et agapé. Donc, c'est un cœur qui a du bleu et du rouge. oui. Donc, si vous ne voyez pas, vous voyez un peu rose, c'est que vous êtes en train de regarder cette vidéo dans un téléphone. Donc, faites un zoom, vous allez voir. Donc, c'est bicolore. Donc, il y a bleu et rouge. OK? Ensuite, On a l'amour agapé, donc un cœur bleu. oui, Après, on a l'amour Eros, seulement Eros, donc c'est rouge. Et donc, quand c'est Eros, l'autre est un objet sexuel. exact. Il n'y a pas d'empathie. Et donc, les flèches, c'est le développement normal de la sexualité. D'accord. Et l'égalité, bah, c'est physiquement égal. L'adulte est un modèle. Donc, ce symbole d'égalité, c'est que l'enfant, L'enfant, il il trouve un utilise son modèle parent. dans le... Ouais, OK. D'accord. Donc, le parent du même sexe que lui. OK. Oui. Donc, on commence. Donc, on va faire deux schémas, un masculin et un féminin. Donc, je commence par le masculin. C'est Itamar qui m'a soufflé qui non, c'est pas vrai. Non, ne m'accusez pas d'être chauviniste ou machiste. C'est pas du tout le cas. Donc, on a voulu commencer par là. Et donc, on a un homme qui rencontre. Une femme. Et donc, Donc, il tisse une relation et il développe. l'amour Eros plus agapé. Voilà. Et donc, le fruit de cette relation. Un enfant. Ici, un petit garçon. Oui. Donc, il va voir qu'il y a une ressemblance physique à son père. Mhm. Et donc, il va le prendre pour modèle. Mais au lieu de développer l'amour Eros et agapé, il va juste développer l'amour agapé parce que il n'est pas en âge encore de développer de l'amour Eros. Exact. Si il est bien, bien développé. Si sa famille est fonctionnelle. Fonctionnel, oui. Si c'est une famille dysfonctionnelle, bah, ça va donner des effets de bord. Oui, ça va faire que ça a donné quelque chose d'autre. Oui. OK. Donc ensuite, cet enfant, il va grandir hein, Il va grandir. avec les années. Donc, il va grandir. Donc, il a développé l'amour agapé pour sa maman. OK. Et donc, il va grandir. Et il va arriver quelque chose. Et bah, il va développer sa sexualité. Oui. Donc, le développement normal de la Normal. sexualité. Il devient un adulte. Adulte. Et puis, il trouve une femme. Il rencontre une femme. Il y a une relation qui commence. Et il y a un mécanisme qui va se déclencher dans son cerveau. C'est quoi? Il va associer la Avec relation qu'il avait avec sa mère Exact. avec la femme. Donc voilà, il va trouver l'amour agapé, donc un modèle d'amour agapé dans la relation qu'il avait avec sa maman. Et ensuite, il va créer un lien entre sa mère et sa femme. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas dit dans la vidéo en espagnol, mais je le redirai la semaine prochaine hein, pour nos amis hispaniques. C'est curieux, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, pourquoi les hommes sont attirés par les seins des femmes? Pour quelle raison? Moi, j'ai écouté mes collègues au travail et ils faisaient des commentaires concernant les seins d'une fille, certes très belle, etc. Mais ils parlaient des seins, ils parlaient des seins. Et en fait, ils ont vu passer des seins. La fille, ils ont complètement fait abstraction. Et donc, à un moment donné, ils m'ont demandé ce que je pensais. Je dis, pourquoi vous parlez autant de seins? Vous avez faim? Ça, ils m'ont regardé avec les yeux grands comme ça. Ils disent, mais celui-là, il est de quelle planète? Mais c'est bizarre, hein? Mais en fait, c'est bizarre et pas bizarre. Hein? En fait, la relation entre l'enfant et la mère, surtout les garçons et la mère, les seins, ce sont un symbole de lien maternel. C'est pour ça que les hommes, ils sont attirés par les seins des femmes. Et avec le temps, ben normalement, le problème, c'est que ça devient très précoce et les hommes, ils ne développent pas
le sens profond de cette attirance. Et avec le temps, ça devient Eros. Mais c'est lié basiquement à un instinct d'amour maternel. Donc, à instinct. C'est lié basiquement à une relation d'amour maternel, un mécanisme d'amour maternel, qui sont appris pendant l'enfance. Voilà, une petite parenthèse. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Ok, ensuite, on développe, donc ça se termine là, hein? Non? Non. Ah, Il a l'amour Eros plus agapé. Mais il y a lui, il va développer, donc, voilà, amour, oui, excuse-moi. Donc, ensuite, ça se termine là. Et il va développer l'amour Eros plus agapé. Exact. Et donc, ça va être un couple équilibré. Oui. Vous voyez, c'est un cycle qui se répète. Donc, lui, il pourrait remonter là. On peut faire, des fois, j'ai fait ce schéma en forme cyclique. C'est un cycle qui se répète à l'infini. Mais quand il y a un dysfonctionnement, c'est pareil. Ça passe de génération en génération. OK, donc, on va faire la version féminine. C'est basiquement le même schéma. Hein. Bah oui, c'est basiquement le même. Il y a quelques petites différences, mais pas d'un point de vue fonctionnel, mais c'est juste les rôles. Donc, il y a cette relation qui commence, il y a une petite fille qui naît, et ensuite elle va voir que sa mère est physiquement pareille, donc elle va le prendre comme exemple, comme modèle, et va développer l'amour agapé envers son papa. À ce sujet, il y a un truc intéressant, c'est que souvent les filles, ils vont traiter le papa comme un bébé. Pourquoi ils font ça? Parce que, non, je ne sais pas. C'est intéressant, hein? Oui. C'est la psychologie humaine. En fait, c'est un mécanisme naturel parce qu'ils vont voir le comportement en réalité, les femmes, ils traitent leur mari comme un bébé. Et je vous dis un secret, on ne le dit à personne. Hein. On adore ça. Moi, j'aime bien quand on me traite comme un bébé. Bon, ça dépend. Hein. Il y a des moments où je dis non, je ne suis pas un bébé. Hein. Mais il y a des moments où c'est assez agréable. Donc, c'est parce que c'est de l'amour maternel. On nous sommes câblés comme ça. C'est un mécanisme. OK? Et donc, il va développer quel type d'amour vers son papa? Agapé. Agapé. Ah, ben, la fille elle va grandir. Hein. Il va arriver quelque chose. Développement normal de la sexualité. Et puis, il va devenir une femme. Il va rencontrer un homme. Il va entamer une relation. Mais il y a un mécanisme qui va se mettre en place. Et ce mécanisme, il vient de son enfance. La relation avec son père. Oui. Et il va faire un lien entre son père et qui? Et son futur mari. Okay? Et puis, comme résultat, c'est l'amour. Agapé plus Eros. Oui. Voilà, on commence à manquer du temps. On commence à manquer sérieusement de temps. Mais on voulait laisser un peu de temps pour des questions-réponses. Et donc, nous avons une question dans le chat. J'invite Itamar à la traduire. Oui. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque le père n'est pas un bon exemple pour son enfant? Quel type d'amour peut développer l'enfant? Bonne question. Alors que pour répondre à cette question, il faudrait que j'enchaîne le sujet de la semaine prochaine. Parce qu'on va parler, alors de dysfonctionnement, il peut en avoir pléthore, beaucoup. On pourrait passer toute une année à parler des différents types de dysfonctionnement qu'il peut y avoir dans ce domaine. Tout va dépendre le comportement en quoi son père n'est pas un exemple. Ça peut être aussi, par exemple, de la violence. Un père maltraitant vis-à-vis de sa femme va créer un traumatisme chez l'enfant aussi. Mais tout va dépendre de certains paramètres. Quels seraient ces paramètres? Qu'est-ce qui pourrait être différenciant entre un cas de maltraitance et un autre? En fait, il y a plusieurs choses. En fait. Il y a plusieurs facteurs. Ouais. Il y a, comme on l'avait dit tout à l'heure, ça peut être si le père maltraite la mère, mais pas l'enfant. Voilà. L'enfant peut développer ça. Il peut avoir de l'empathie. En fait, de l'empathie, c'est plutôt de la sympathie. C'est la sympathie de l'enfant vis-à-vis de son père et vouloir limiter dans son comportement violent. Il y a aussi le fait, justement, il y a deux réponses aussi possibles. C'est soit si le père n'était pas violent avant, donc l'enfant a pu avoir ce modèle de père aimant et donc développer l'amour agapé vers sa mère. Et lorsque le père est devenu violent,
il va donc pas supporter que sa mère soit maltraitée. Donc, il ne va pas développer ce comportement. Mais si le père Ça va est... tout de même faire un Oui, traumatisme, hein. ça va tout de même faire un traumatisme, mais il aura quand même cette relation vers sa mère. Tout à fait. Et donc, Mais si le père maltraitait sa mère depuis le départ, euh, lui, il va le prendre comme un exemple dans tous en les fait, il n'y a cas. pas de règles toutes faites, mais Il n'y a il y pas a de les règle grandes tout lignes, seul, hein. c'est des grandes lignes, c'est des patrons de base, on va dire. Mais il y a aussi le cas où le père est maltraitant vis-à-vis de la mère et l'enfant. Et l'enfant. Et dans ce Et cas, il peut quand même y avoir un lien, mais pas un lien à la base, ça commence par un lien, dysfonctionnel. ça peut être un lien sympathique. Oui. Et bien évidemment, l'enfant, il va être dysfonctionnel il se développe une famille dysfonctionnelle. Donc ça, c'est obligatoire. Maintenant, la question, elle est importante parce que oui, on pourrait parler des différents cas. Par exemple, la semaine prochaine, je vais vous proposer un cas, c'est le complexe d'Oedipe. Ceux qui ne sont pas au courant de ce que c'est le complexe d'Oedipe, Nous donc serons la semaine prochaine. voilà, vous le saurez la semaine prochaine. On va pas se spoiler. Mais en fait, il y a différents types de dysfonctionnements et il y a des modèles et des patrons qui sont un peu différents. Quand on va parler aussi de la maltraitance, donc on va utiliser ces mêmes patrons, ces mêmes modèles qu'on a présentés aujourd'hui, parce que c'est une manière d'expliquer la relation et les mécanismes mentaux qui se met en place durant l'enfance et comment ça a un impact dans notre vie d'adulte. Est-ce que vous avez d'autres questions? Marc, Adriana, est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai tout compris. C'est tout compris? Oui, Oui, C'est tout bon. Ok, bah super. c'est très intéressant. ouais, c'est vrai, merci. ouais. Le temps s'est terminé, malheureusement. On aimerait qu'on puisse continuer à parler indéfiniment de ces sujets. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie aussi pour votre curiosité et j'ai pris pour que votre curiosité ne s'arrête pas. Soyez curieux, essayez d'apprendre des choses. Et merci pour l'intérêt que vous portez à notre série. Si vous trouvez que cette vidéo elle est intéressante pour vous, n'hésitez pas à donner un like sur la chaîne YouTube et aussi à la partager hein, sans modération. Vous savez comment faire, Instagram, Facebook, WhatsApp et autres. Donc, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Ça pourrait aider les personnes, et c'est déjà le cas, c'est déjà arrivé, ces sujets, ils ont aidé beaucoup de personnes. Donc, ça peut être utile aussi pour vos amis. Et puis, c'est une manière très active de soutenir notre travail. Donc, on remercie pour votre attention et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.